Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à votre émission Le Jury du dimanche. C'est donc l'heure du JDD et nous recevons un monsieur qui s'appelle Ibrahima Sané. Bonjour. Bonjour Mahmoudou. Vous êtes journaliste ancien de la BBC, c'est bien ça? Tout à fait. La BBC, la chaîne par laquelle le scandale à 10 milliards de dollars serait arrivé, 2 personnes, Franck Timis et Aliou Sall, et 2 institutions, la compagnie pétrolière BP et l'État du Sénégal, sont cités dans le fameux documentaire qui déchaîne commentaires, analyses et passions. Ibrahima Sané, vous témoignez devant le jury du dimanche de ce que vous avez vu et vécu à l'intérieur de la chaîne de télévision anglaise pour y avoir travaillé à Londres il y a quelques années. En quelle année exactement? Il y a quelques années. J'ai quitté la BBC en 1982, le 26 novembre 1982. Ça ne me rajeunit pas, n'est-ce pas? Oui, au poste de... J'étais journaliste à Londres. Au poste de journaliste, évidemment, dans le jargon, notre jargon là-bas, on l'appelait producer. Vous êtes également membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal, dont l'équivalent en Grande-Bretagne est The Office of Communications. The Ofcom. Vous êtes également ancien directeur de Radio Sénégal, Ibrahima Sané, pour témoigner avec un regard du dedans et du dehors. La BBC peut-elle être considérée comme une Bible du journalisme? Bon, je considère la BBC comme une auguste institution, je vais être très honnête avec vous, comme l'exemple du service public. J'ai eu quelques problèmes quand je suis rentré au Sénégal et quand je travaillais à Radio Sénégal où le ministre, comme certaines autorités, s'évertuaient à m'expliquer: vous travaillez dans une radio d'État, vous ne pouvez pas dire ceci, vous ne pouvez pas dire... Je dis, mais je n'ai fait que ça dans ma vie. Travailler dans une radio d'État, c'est une institution... Crédible? Crédible pour plusieurs raisons. Pourquoi elle est crédible? Elle est crédible parce que son seul patron, c'est le public. Son seul patron, en réalité, c'est le Parlement. Le public par l'intermédiaire du Parlement. C'est pourquoi, quand j'ai appris que l'ambassadeur de Grande-Bretagne avait été convoqué, j'ai été surpris. La BBC est régie convoquée par le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que c'est une convocation? Il y en a qui disent que c'est une invitation. Bon, oui, on a dit une invitation. Une invitation. Bon. Mais quel que soit le mot, parce que le gouvernement ne peut pas donner d'instruction à la BBC. La BBC est régie par... il y a bientôt un siècle qu'elle a été fondée. Elle a été fondée en 1922. Depuis 1922, vous voyez, elle a survécu et s'est établie comme le service public par excellence. C'est-à-dire que ce n'est pas une radio ou une télévision d'État, c'est un service public. Il n'y aura aucun impact de la visite, si on veut le dire, de l'ambassadeur de Grande-Bretagne au ministère des Affaires étrangères. Ça n'aura... C'est une des curiosités de nos auditeurs. Mais quel pourrait être l'impact? Aucun impact. La BBC, et je vais vous donner un exemple. Le gouvernement britannique n'a même pas... ne peut pas donner d'instruction. Si le Premier ministre convoque le directeur général de la BBC, il ira répondre. Mais il lui dira... Je vous donne un exemple. La Grande-Bretagne occupe des îles au large de l'Argentine qui s'appellent les Malouines. Les Anglais l'appellent the Falklands Islands. Et il y a eu, au début des années 80, les Argentins ont dit qu'ils veulent reprendre leurs îles. Et ils ont occupé l'île. Eh bien, le gouvernement de Margaret Thatcher a décidé d'envoyer une task force avec un contre-amiral à la tête. Vous savez, en matière de Navy, de marine, les Anglais sont très forts. Et à la tête de cette task force, alors, ce que la BBC a fait, c'est de prendre des consultants, des anciens colonels, généraux, des spécialistes de l'armée, pour dire quelle pourrait être la stratégie des Argentins, mais aussi quelle pourrait être la stratégie de la marine britannique. Et nos consultants nous ont dit, la marine britannique va peut-être débarquer dans cette baie, c'est la plus facile où il faut débarquer. Eh bien, effectivement, les soldats britanniques ont débarqué dans cette baie
la baie prévue exactement par les spécialistes de la BBC. Et malheureusement, parce qu'il y a le service mondial, les Argentins aussi ont bien entendu les commentaires et les Argentins sont allés attendre les marins britanniques à cette baie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que 43 soldats britanniques exactement ont été tués et le gouvernement britannique était furieux après la BBC. Comment pouvez-vous mettre en danger les soldats de votre propre pays? Alors ce qu'a répondu la BBC est simple. Elle a dit, nous avons des auditeurs et le service international, les services extérieurs comme on les appelait, ont des auditeurs surtout hors du Sénégal, hors de la Grande-Bretagne, et nous avons un devoir de vérité vis-à-vis de nos auditeurs qui ne sont pas britanniques. Donc, nous les informons. C'est ça notre mission. C'est ça. Voilà. Et si je ne me trompe, c'était la fameuse guerre des Malouines. La guerre des Malouines, c'était en 1982 exactement. Et donc, c'est pour vous montrer que même le gouvernement est allé se plaindre au Parlement. Même dans une situation de guerre. Même dans une situation de guerre, la BBC tient à la liberté d'expression, tient à l'indépendance de sa ligne éditoriale. Parlons de cette affaire dite scandale à 10 milliards de dollars, en parlant du pétrole au Sénégal, expliquant les circonstances dans lesquelles elle a fait son enquête. Et cela lui a pris une année, c'est ce qu'elle dit. Notre consoeur Mayeni Jones nous apprend qu'elle a tenté plusieurs fois de recueillir face caméra la version de messieurs Aliou Sall et Franck Timis pour récuser l'accusation d'avoir fait une investigation à charge. Peut-on lui reprocher d'avoir manqué au devoir d'équilibre dans le traitement de cette affaire? Alors, après avoir parlé de l'institution, parlons, si vous voulez, comme vous le dites, de cette émission, de ce documentaire de la journaliste Mayeni Jones. Alors, pour moi, il y a des manquements professionnels, beaucoup de manquements, beaucoup de manquements dans la conception du documentaire et beaucoup de manquements dans la collecte de l'information. Nous vous écoutons. Alors, la conception du documentaire, quand même, dans son conducteur, apparemment, il n'y a pas d'antithèse. Elle est là pour poursuivre une thèse et s'il y a ces défauts-là, le public doit être au courant qu'elle a tenté de joindre Aliou Sall. Nulle part, elle ne dit « nous avons tenté d'avoir Aliou Sall face à la caméra ». Nulle part, j'ai regardé la version anglaise du documentaire. Qui est plus longue que la version française. Parce que, comme je n'ai pas regardé la version française, je ne sais pas. Alors, mais donc, je n'ai pas vu quelque part où elle annonce que Aliou Sall a décliné l'invitation de venir s'exprimer. Je n'ai vu nulle part où elle annonce qu'elle a tenté de joindre quelqu'un qui apporte une antithèse. Elle l'a expliqué dans les médias locaux. Bon, au Sénégal, oui, en disant j'ai essayé plusieurs fois d'avoir. Quand vous regardez dans le document, elle aurait dû le dire dans le document même. C'est cela qui est correct, c'est cela la pratique correcte du journalisme. Et elle ne le dit pas. Et en ne le faisant pas, et elle a fauté, à votre avis? C'est une faute. Ouais. C'est une faute professionnelle. Elle aurait dû dire j'ai tenté de joindre Aliou Sall. Elle n'a pas, je lui donne le bénéfice du doute, elle a sûrement tenté. Et je peux aller même plus loin. Comment, pendant un an qu'elle dit qu'elle menait, parce que j'ai lu l'interview, je crois que c'est à votre groupe qu'elle l'a donné, qui dit, où elle dit qu'elle a, pendant un an, elle a mené son enquête. Mais pendant un an, elle n'a pas pu prendre rendez-vous avec le patron de BP. J'ai beaucoup de mal à le croire. La BBC... On voit quand même de cette image dans le documentaire où elle poursuit même le patron de BP, qui n'a pas voulu répondre à ses questions. Elle en est réduite à interpeller le patron de BP dans la rue. Il a peut-être une réunion urgente, il a peut-être son organisation, son calendrier, son agenda. Elle ne sait pas. Est-ce que s'il ne s'arrête pas pour répondre, parce qu'il ne sait pas combien de temps ça va prendre aussi, mais je pense que le plus petit match, donc, ce qu'il faut croire, c'est que pendant un an, la BBC, l'auguste institution que je connais, n'a pas pu obtenir un rendez-vous avec le patron de BP. Ça, j'ai du mal à le croire. Mais donnons-lui le bénéfice du doute.
à supposer qu'elle n'ait pas obtenu ce rendez-vous, mais qu'elle le dise encore une fois. Nous avons tenté d'obtenir un rendez-vous avec le patron de BP, mais il a décliné il n'a pas voulu répondre à notre invitation. Alors les gens comprendront pourquoi elle est obligée de l'apostropher dans la rue. Mais là, en tant que journaliste, je n'ai pas compris pourquoi elle l'apostrophe dans la rue. C'est un sujet tellement sérieux qu'on ne peut pas comme ça venir. Moi, je vous dis, l'institution BBC, oui. Par exemple, si vous voulez aller au stade pour couvrir un événement à la BBC, il vous est interdit d'entrer gratuitement. La BBC n'accepte pas que la fédération de football ou de handball vous laisse entrer. Supposez qu'un président, et j'ai une fois été invité par un président dans un pays, mais vous n'y allez que si toutes les charges sont prises par la BBC. Tous les frais sont pris en charge par la BBC. Vous ne pouvez pas accepter l'invitation d'un pays qui vous prenne en charge. Tellement ils sont sourcilieux. C'est une maison de verre en matière d'éthique et de déontologie. Alors, il y a des choses donc que je ne comprends pas quand je regarde ce documentaire. Alors, j'ai dit dans la conception du documentaire, et j'ai parlé aussi de la collecte de l'information. Alors, il y a un sentiment qui se dégage de manque de distance de la journaliste vis-à-vis des faits. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que la religion de la journaliste est faite et qu'elle va chercher la confirmation de ses convictions. Quand elle interviewe... Oui, pour revenir basiquement à ce qu'on a appris à l'école de journalisme, le reportage montre, l'enquête démontre. Elle était dans une logique de démonstration en partant d'une hypothèse. Est-ce qu'on peut le lui reprocher? Mais ça, quand vous allez démontrer, mais elle est allée démontrer une chose dont elle était convaincue, visiblement. Et c'est ça le problème. Il ne faut pas qu'elle montre. Elle est totalement libre d'être convaincue. Aliou Sall a fauté ou n'a pas fauté, là n'est pas l'objet de mon propos. Je ne parle que de journalisme ici. Mais je veux dire qu'il ne faut pas être tellement ancré dans ses convictions au point d'occulter quand vous interviewez. Regardez. Il y a deux opposants sénégalais, pour essayer d'avancer un peu, qui ont été interrogés dans le documentaire. C'est l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et le député Mamadou Lamine Diallo. On n'a pas effectivement vu de personnalité du pouvoir. Aliou Sall, on en a parlé, n'est pas dans le document. Est-ce que c'est un reproche qu'on peut lui faire? Mais bien sûr, c'est-à-dire que pour la crédibilité même du documentaire, pour convaincre, il faut qu'on entende, c'est au public de tirer lui-même les conclusions. Ce n'est pas à la journaliste ou au documentaliste de tirer les conclusions pour le public. Sa conclusion est de dire que l'État sénégalais a privé les Sénégalais de plusieurs milliards de dollars, que c'est BP qui a donné l'argent à Franck Timis. C'est sa conclusion. Bon, j'ai du mal à croire que même le bureau national de BP, le bureau au Sénégal de BP, a refusé de lui donner une interview. Et pourtant, ils sont concernés au premier chef. Alors, est-ce que ça c'est vrai? Bon, c'est des chiffres, je ne connais pas le milieu pétrolier pour vous dire si 10 milliards c'est faramineux ou pas. Est-ce que c'est vraisemblable ou pas? Je tombe des nues, c'est des chiffres qui vous donnent le tournis. 10 milliards de dollars. Vous savez, bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre sur ce point-là, mais je peux vous dire que je suis surpris du fait que le bureau national de BP non plus, apparemment, ne figurait pas. Par contre, il faut être honnête. La journaliste donne sur écrit la position de BP, la position de Timis et la position de...
Exactement. On le voit. Mais aussi des documents voilà, sur le contrat voilà. d'Aliou Sall. Et il faut le dire honnêtement. Mais aussi le virement de 250 000 $. Ce n'est pas la même chose du tout. Ce n'est pas la même chose. Je pense que quand on affirme, par exemple, maintenant nous ne savons pas où est la vérité, par exemple. On affirme que Agritrans a reçu 250 000 $. Aliou Sall nous dit c'est faux. Où est la vérité? Vous le savez, vous? Je ne sais pas. On aurait pu savoir la vérité s'il y avait une confrontation directe de ces choses-là, si la question... Aliou Sall dit, Franck Timis dit et BP aussi, tous disent, on a mis de côté nos réponses. Apparemment, ils ont dû envoyer des réponses écrites. Et ils disent tous, on a mis de côté nos réponses. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. La justice nous le dira peut-être parce qu'elle est la seule en mesure de trancher cette question et nous parlerons du volet judiciaire de cette affaire. Je rappelle que nous avons comme invité du jury du dimanche Ibrahima Sané, journaliste. Il a travaillé pendant de longues années à BBC. Il est aujourd'hui membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel au Sénégal. Une dernière question sur notre consoeur. Est-ce qu'elle pourrait risquer d'être sanctionné par la BBC, que vous connaissez très bien, et même d'être réprimandé par le régulateur britannique? Du temps où je travaille à la BBC... Si la faute est avérée, la faute professionnelle est avérée, c'est la condition d'abord. Je ne suis pas le juge, je ne suis membre que du CNRA au Sénégal et non pas de l'Ofcom, comme vous diriez. À Londres, du temps où j'étais à Londres, où je travaillais, oui, elle aurait été sanctionnée. Oui. Et elle aurait été comme ça, de manière spontanée, ou le régulateur peut être saisi de cette question? C'était même pas le régulateur. Oui. Vous savez, la BBC a souscrit à la charte de Munich de 1971. C'est un code de déontologie qui contient 10 obligations pour les journalistes et 5 droits. Et il y a quand même dans ces obligations une certaine tenue, une certaine conduite du journaliste. Et ce n'est pas compliqué à vérifier. On peut retrouver dans l'Internet la charte, je crois. Et puis, à mon avis, il y a eu beaucoup de manquements, tant dans la collecte de l'information. Il n'y a pas assez de distance. Je pense qu'un journaliste doit prendre un peu de distance par rapport aux faits. Quand vous interviewez un expert, on a eu le sentiment que vous voulez que l'expert vous confirme votre conviction. Et vous êtes pressé de lui dire, est-ce que ça c'est de la corruption? Mais il y a à aucun moment vous ne posez la question si ces documents sont réels ou faux, que vous présentez. Tout est pris pour argent comptant. Comme si tout allait de soi. Je pense qu'il n'y a pas assez de précautions dans ce documentaire et que je pense que franchement, elle aurait pu faire mieux. BBC pourrait réagir? Je pense que la BBC, peut-être pour elle, il y a des mécanismes et que cela peut prendre du temps. Bon, je ne m'attends pas à ce qu'elle soit renvoyée, mais je pense que on peut simplement la réprimander. Ça peut arriver. Et c'est aussi simple que ça. Il y a des règles d'éthique très strictes. Vous ne pouvez pas... la recommandation de la BBC, par exemple, c'est sur un sujet, il vous faut recueillir 3 sources, autant que possible. Ce n'est pas tous les jours que vous le pouvez. Mais dans le code de la BBC, c'est au moins 3 sources. Dans d'autres médias, c'est 2 sources pour recouper. Donc, vous voyez, ils sont beaucoup plus stricts. Très jaloux de la liberté d'information, et ça, je pense que c'est normal qu'une journaliste vienne au Sénégal faire des investigations. Il faut s'en réjouir, cela aussi montre le Sénégal, c'est une vitrine aussi. L'émission de la BBC, on a parlé du Sénégal. Vous savez, il arrive qu'on reproche des choses à la BBC aussi, quand j'y vivais, je vivais à Londres, vous avez des opposants se plaignaient parfois de la BBC, mais le pouvoir aussi se plaignait comme étant, et ce qui montrait que l'institution, et nous on s'en réjouissait, parce qu'on disait que cela montrait que l'institution... Et il est arrivé, on l'a lu cette semaine chez nos confrères du Soleil, que la BBC
été épinglés à plusieurs reprises C'est des êtres par humains. l'Observatoire du journalisme, comme par l'organe de régulation des médias en Grande-Bretagne. C'est des êtres humains, c'est normal, ils se tromperont. Et puis la journaliste aussi est un être humain. Mais moi, techniquement, je pense qu'il y a problème. Une question de ceux qui nous suivent, Moussa Sy, qui est un auditeur parmi nos followers sur Facebook, des groupes de médias comme Jeune Afrique, La Lettre du Continent ou encore la BBC, puisque nous parlons d'elle, semblent être plus informés que nos médias locaux, comme s'ils avaient des correspondants à l'intérieur des palais présidentiels africains. Comment vous l'expliquez? Bon, je ne crois pas qu'ils sont plus informés. C'est l'impression qu'on a parce que la classe politique s'agite seulement quand c'est un média étranger qui en parle. C'est pas normal ça. La classe politique, il y a même un opposant qui a écrit un livre, on ne s'est pas beaucoup agité. Il y a des journalistes qui en ont parlé, on ne s'est pas beaucoup agité. Mais soudain, c'est un média étranger qui se saisit de la question et ça devient important. Ça devient sérieux. Ça vous choque que le pays soit presque sans dessus, sans dessous? Moi, voilà, je suis à la suite de cette affaire. Je suis dérangé par la polarisation extrême, politique extrême du pays. Il n'y a pas de débat possible. Parce qu'on est pour ou on est contre, c'est tout. C'est des sentiments, on est pour ou on est contre. Et il n'y a pas de débat possible. Pour l'opposition, Macky Sall ne peut rien faire de bon. Pour les gens du pouvoir, l'opposition est destructive. Résultat, à l'arrivée, il n'y a pas de débat possible. Mais c'est tellement polarisé. Vous émettez une idée, quand même, c'est des intellectuels qui se trouvent, ou des hommes de valeur qui se trouvent d'un camp comme de l'autre. D'un côté, c'est tous des pourris, de l'autre côté, c'est tous des gens négatifs. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible. Donc, on ne se parle pas et je ne suis pas très optimiste pour le dialogue qui a commencé parce que, oui, n'est-ce pas? On parlera du dialogue. Voilà. Question de nos auditeurs avec la complicité d'Aliou Diassé. Ma question est la suivante. Est-ce que l'enquête de la BBC portant sur le pétrole est-elle crédible? J'ai lu quelque part que BP détient 62% des parts en Mauritanie et seulement 30% au Sénégal. Est-ce que donc il y a plus de corruption en Mauritanie qu'au Sénégal? Ma question est de savoir qui, comme de pouvoir ou de l'opposition, qui en a des preuves exactes pour élucider cette affaire. Ou bien est-ce que parmi ces deux partis, il y en a quelqu'un qui a des preuves exactes pour élucider cette affaire? On a vu ces derniers jours, comme du pouvoir et de l'opposition, partout au Sénégal, on ne parle que du pétrole, du pétrole, du pétrole. C'est bien de parler du pétrole, c'est une ressource. Mais il faut aussi qu'il pense aussi à la population. Nous, ici dans notre commune, dans la commune de Bogladi, 42 villages dans une commune, et aussi la majorité des villages n'ont pas accès à l'eau potable. La majorité des villages n'ont pas accès à l'eau potable. Maintenant, il n'y a que des pétrole dans leurs lèvres. Donc nous, on leur dit avant qu'ils jettent un brin d'allumette, nous aussi nous voulons de l'eau pour se protéger. Alors, cet auditeur a une préoccupation particulière, la forte focalisation sur le pétrole et le gaz. Mais avant cela, la première question, c'est est-ce que l'enquête est crédible? La deuxième chose, c'est sur la corruption présumée dans le secteur pétrolier et gazier, allusion à la Mauritanie versus Sénégal. Quel est votre sentiment sur ça? Moi, je n'aime pas trop parler de sujets que je ne maîtrise pas beaucoup. J'avoue que je ne connais pas le dossier. Je vais m'y intéresser désormais pour savoir quand on dit un salaire de 25 000, est-ce que réellement c'est exorbitant ou pas? Je ne sais pas. Quand on dit on nous dit on cède 1% de part en termes de royalties à quelqu'un, est-ce que c'est des pratiques qui se font dans le monde ou pas? Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas élucidées. Hélas, le documentaire que nous avons vu, nous tous, n'a pas élucidé beaucoup de questions, a laissé beaucoup de silence. Il y a beaucoup de est-ce que... Et BP et Cosmos Energy, BP pour le compte de la Grande-Bretagne, mais Cosmos Energy, société américaine, ont toutes les deux démenti. Les informations contenues dans le documentaire. Ces deux organisations ont dit qu'il n'y a pas 1% de royalties. Je pense que j'ai entendu comme démenti, oui, c'est que ça ne fait pas 10 milliards. Oui, BP a dit... ça ne fait pas 10 milliards. Timis n'aura même pas 1% des royalties. C'est ce que BP dit.
Non, n'aura pas 1% de ce que le Sénégal va gagner. C'est ça que j'ai lu, moi, comme information. Je ne crois pas que BP ait démenti les royalties de 1%. Non, les royalties n'ont pas été démenties, Voilà. mais je veux dire, c'est les montants communiqués, Voilà. en tout cas dans le Donc, document. Oui. Alors, Les royalties, cela existe. Voilà. Et semble-t-il que c'est une pratique. Voilà. Mais jusqu'à quel niveau Alors, elle peut être légale? Seuls ceux qui sont bien introduits dans le domaine. J'ai lu quelqu'un dans un journal, il faut le citer, l'Obs, je crois, un certain Kanouté, M. Kanouté, je crois, qui parlait de ces questions, qui avait l'air... Qui a dirigé Petrosen. Qui avait l'air de connaître un peu le secteur. J'ai appris des choses. C'était calme, posé. Évidemment, il était pro, parce qu'il dit dès le départ qu'il est l'ami de Macky Sall, que, évidemment, bon, ouais, mais ça m'a appris des choses sur certains mécanismes. Bon, mais je ne peux pas me prononcer. Si la Mauritanie est plus corrompue que le Sénégal, vous pensez bien que je ne peux pas le dire. Par contre, la deuxième Oui, mais question... au-delà de ça, c'est que, est-ce que vous avez le sentiment que la corruption gangrène les pratiques dans ce secteur pétrolier et gazier? De ce que je connais, à l'époque, c'était vraiment le moment fort où le Nigeria produisait du pétrole, et en tant que journaliste à Londres, oui, il y avait beaucoup de corruption dans le secteur pétrolier. Ça, c'est ce que je sais. Est-ce qu'il y a eu de la corruption dans ce cas précis? Je ne saurais vous le dire. Mais je pense qu'effectivement, là où l'argent circule beaucoup, il y a des pratiques et des tentations qui sont répréhensibles. Oui, je le pense. Et par contre, je m'intéresse beaucoup à la question de la personne de Bokeladi. Je parlais de la polarisation. Et ça aussi, les médias ont une part de responsabilité. Je me souviens, j'étais consultant en communication au CNCR, le Conseil national de coopération et de concertation des ruraux. Nous sommes allés un jour à Sud Quotidien. Ils ont mis à la une le président du CNCR. Eh bien, ce jour-là, ils ont vendu 20% en moins. Et ça, c'est il y a 15 ans. Ils ont vendu 20%. Ça n'intéressait pas les lecteurs. Nous avons créé, avec les médias, une culture où les Sénégalais se nourrissent de politique. Et du buzz, comme on dit. Du buzz. Et les Sénégalais ont tellement de fit, il faut le dire, qu'ils se prononcent sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Les gens vous disent des conclusions toutes faites, vous sortent des certitudes et vous dites, mais c'est ahurissant. Mais c'est nous les médias, qui avons créé cette culture. C'est aussi, il y a une contribution de Jacques Attali sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il dit, on pense que toutes les innovations sont bonnes. Mais attention, parce que les médias sociaux créent tel dégât. Et il a développé sur ça. On ne peut que se réjouir du fait que la population a produit de l'information maintenant, a accès à l'information. On ne peut plus rien cacher en réalité aujourd'hui. Mais aussi, quel est l'effet? Pendant un moment, il y aura un effet explosif sur nos structures assez fragiles, les structures assez fragiles de nos sociétés et tout. Mais moi, j'aurais invité la classe politique à être plus posée et à s'occuper, à débattre d'idées plutôt qu'à l'invective, parce que nous avons tendance à l'invective et à la racisme. Ibrahima Sané, le journaliste ayant travaillé à BBC il y a quelques années, l'invité du jury du dimanche, mais il y a eu quand même une vague de réactions suscitée par ce documentaire de la BBC. Aliou Sall lui-même a fait une conférence de presse. Le président de la République, Macky Sall, s'est prononcé lors de la fête de la Korité. Dans la foulée,
Le gouvernement a également fait à la presse et a publié un mémorandum. L'opposition envisage même de manifester en réclamant d'abord la démission d'Aliou Sall, qui dit qu'il ne démissionne pas. Est-ce que vous vous attendez aujourd'hui à des développements au plan judiciaire de cette affaire? J'ai entendu un opposant dire que, plusieurs opposants, pas un seul d'ailleurs, dire que la justice internationale a été saisie parce qu'il n'y avait pas de confiance dans nos institutions juridiques. C'est dommage parce que ce sont nos institutions quand même, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas raison de n'avoir pas confiance, mais il faudrait alors que tout le monde se mette, et j'espère que le dialogue national parviendra à résoudre, que l'on fasse confiance à nos institutions, parce que si cette défiance vis-à-vis des institutions perdure, je me demande, il faut espérer qu'un jour l'opposition arrivera au pouvoir. Elle aura besoin de ces institutions. Donc personne n'a intérêt à décrédibiliser les institutions. Vous attendez-vous à des suites judiciaires aujourd'hui ici, de cette affaire? Au Sénégal, je ne sais pas. À l'international, je pense que si parce qu'au Sénégal, je ne pense pas que l'opposition répondra, parce que de ce que je crois, l'opposition dit nous n'avons pas confiance. Nous préférons, nous faisons plus confiance aux tribunaux britanniques qu'américains. C'est ce que j'ai entendu. Oui, mais l'État peut décider de l'ouverture d'une information judiciaire. L'information a circulé d'ailleurs. Oui. Oui. Le président de la République a ouvert une information judiciaire. Bon, qui n'est pas encore confirmée, il n'y a rien d'officiel. C'est ce qu'on nous dit. C'est un journal qui l'a dit hier, par exemple, qui a sorti cette information. Et c'est le journal Le Quotidien, je crois. Mais ce qui est triste, vous savez, c'est quoi? C'est que quand un camp communique, il ne s'adresse qu'à son camp. Tous les deux camps, Aliou Sall, le président de la République, en réalité, chacun s'adressait à ses partisans. Quand l'opposition communique, ne s'adresse qu'à ses partisans. Il n'y a aucune chance de convaincre les gens d'un côté comme de l'autre. C'est pas croyable que de voir qu'on n'essaie pas de gagner des gens pour notre camp, mais on pilonne systématiquement l'autre camp. Ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas. Et je pense qu'il y a des gens de haute qualité, des gens de grande dimension dans l'opposition comme au pouvoir, mais le débat vole à ras de terre. Oui, mais je repose ma question. Est-ce que la justice sénégalaise ne doit pas aujourd'hui ouvrir une information judiciaire pour édifier justement les Sénégalais, puisque c'est votre préoccupation, sur la véracité ou non de toutes ces informations véhiculées dans le fameux documentaire? Oui, nous sommes en train de dire un média étranger a fait un documentaire sur le Sénégal, la justice doit s'en saisir. L'a-t-on dit une seule fois quand un média national a fait un documentaire sur une question nationale importante? Je ne crois pas. On le dit parce que c'est un média étranger. Et ça me gêne que nous ayons... C'est quand même arrivé, il n'y a pas longtemps, on a reçu Abdoulatif Coulibaly ici. C'était un peu le lendemain du classement sans suite de la fameuse affaire Sudatel. À l'époque, il y a eu effectivement une suite judiciaire de ces révélations sur la licence Sudatel. Alors, si c'est arrivé, juste pour donner cet exemple. Non, c'est une bonne chose que l'on recrédibilise, que l'on fasse attention à nos médias, à nos institutions, à ce qui est national. Je ne parle pas seulement du système judiciaire, je parle de tout. Des médias. Et d'autant plus qu'Aliou Sall dit cette semaine-là à venir qu'il va déposer une plainte. Ça dépend de Aliou Sall et franchement, je ne vois l'aspect judiciaire de la chose ne m'intéresse pas en réalité. Et vous pensez que ce n'est pas pertinent? Moi, ça ne m'intéresse pas en réalité. Bon, maintenant, est-ce qu'il doit y avoir une suite judiciaire? Si la suite judiciaire doit clarifier, elle ne clarifiera rien du tout. Si la suite judiciaire infirme Aliou Sall, l'opposition dira bravo.
si la suite judiciaire au Sénégal, parce qu'on est en train de décrédibiliser nos institutions, si la suite judiciaire confirme Aliou Sall, l'opposition dira bravo s'il est infirme et le pouvoir dira ça c'est du parti pris. Mais si elle confirme Aliou Sall, ce sera les deux polarisations. Ça sert à quoi? Rien du tout. Ibrahima Sané est même opposé à ce que la justice puisse se saisir de cette question. Pas du tout. Je dis simplement que c'est une question qui n'attire même pas mon attention, qui ne m'intéresse pas. Je n'y vois aucun intérêt parce que je ne pense pas que cela réglera. Même la Cour de la CEDEAO qui tranche, maintenant, ça commence à ne pas avoir d'impact. Ça n'a pas de sens. Que nos institutions, même sous-régionales, parfois ne sont pas entendues. Et ça sert à quoi que la justice dise Aliou Sall n'est pas corrompu? Vous croyez que ça réglera des choses? Aliou Sall est corrompu. Vous croyez que ça réglera? Rien du tout. Oui, sauf qu'ici, il y a qu'on a dit que l'État du Sénégal aurait privé des milliards de dollars à son peuple. C'est ce que dit le documentaire dans sa conclusion. Le documentaire va un peu vite à la besogne, en ce qui me concerne. Et c'est ce que je dis, il n'y a pas eu de distanciation avec les faits, suffisante avec les faits. Et notre journaliste aurait dû quand même bien établir les faits. Si les royalties de 1%, est-ce une spoliation ou est-ce normal? Le documentaire ne dit pas si c'est normal ou pas. Donc, conclure comme ça que c'est une spoliation, je ne peux pas le faire. Chez les anglophones, quand même, les faits sont encore plus sacrés. Only the facts. Et vous dites que notre concert a fauté, la BBC a fauté sur les faits. Clairement. Ça vous dit des graves. Oui. Je pense que la journaliste a fauté dans la conduite, la conception et la conduite de son documentaire. Très bien. Est-ce que ceux qui demandent aujourd'hui la démission d'Aliou Sall ou son limogeage, c'est ont raison de le faire à la suite de ces révélations? Je vais vous dire la tradition que j'ai connue et que j'ai vécue, la tradition britannique. Dès qu'un ministre est impliqué et cité à tort ou à raison dans un il démissionne. Donc, oui, Aliou Sall pourrait démissionner. On a même eu un exemple au Sénégal où Mamadou Seck a démissionné. Mais quand il a été nommé ministre de l'économie et des finances à l'époque, Mamadou Seck du temps du régime du président Wade. Du président Wade. Vous pensez qu'Aliou Sall doit démissionner? À mon avis, dans son intérêt. Pourquoi? Il doit démissionner parce qu'il ne peut pas se défendre. Quand Aliou Sall se défend et cela se mêle à la caisse de dépôt et consignation, c'est pas bien. C'est pas bien pour l'institution de dépôt et consignation. Caisse de dépôt et consignation. C'est pas bien que, tant qu'il n'est pas clair que Aliou Sall n'a rien fait, c'est l'image d'Aliou Sall qu'il porte pour l'instant. Encore une fois, au Sénégal, on conclut très vite la présomption d'innocence. Je crois que c'est le forum du justiciable qui le rappelle. No one is guilty until proven guilty, c'est-à-dire personne n'est coupable jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il est coupable, qu'il soit jugé coupable. Il n'a pas encore été jugé, mais bien sûr, les gens l'ont déjà jugé et nous sommes au Sénégal. Et malheureusement, cette image lui collera. Et lui colle depuis quelques années quand même, il faut le reconnaître. Oui, il y a la démission qui est une décision personnelle. Il y a également ceux qui disent que le chef de l'État doit le limoger. Ça n'a pas le même effet. Ce n'est pas la même chose du tout. Je ne crois pas que le président de la République doit le limoger. Je pense que la volonté de laver son honneur d'Aliou Sall doit primer sur les considérations administratives et autres. Et je pense que lui-même doit dire, ici je fais du tort à la caisse des dépôts et consignations. Je fais du tort même à son frère de président. Contre la volonté d'Aliou Sall, bien sûr. Il dit qu'il ne démissionne pas. Bon,
Mais ça, c'est sa décision, comme vous dites. Ibrahima Sané, vous êtes un journaliste qui a une longue pratique. Vous avez probablement pratiqué aussi le régime de Léopold Sédar Senghor. Non, je n'ai pas rattrapé le régime de Senghor. Le régime de Diouf. Oui. Le régime du président Macky Sall. Et le régime de Wade avant, oui. Le président Abdoulaye Wade. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que l'association de la famille présidentielle à la gestion des affaires de l'État est un risque? C'est un risque et nous l'avons vu avec Karim Wade. Je dis c'est un risque, ça pouvait se faire avant. Diouf a eu un frère, son propre frère, qui était ministre, Maguette Diouf, qui était ministre. Mais Diouf était une personne très posée. Et Maguette Diouf était encore une personne plus discrète. Mais Karim Wade a occupé les devants de la scène, ne s'est pas fait discret. Malheureusement, Aliou Sall, cette question de pétrole ne lui a pas permis d'être discret. Est-ce aussi sa faute ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, dès le départ, sans même que moi-même je ne connaissais pas Aliou Sall, il y a eu son nom. C'est cette histoire de pétrole qui a révélé son nom. Et depuis, malheureusement, il n'arrive pas à se faire discret envers et contre sa volonté probablement. Mais il ne parvient pas à être discret. Et ça fera toujours problème dans ce genre de situation. Il faut éloigner de la famille, des faire, affaires de l'État. Je pense que c'était la volonté du président de la République de dire, et je pense, il l'a dit une fois d'ailleurs, qu'au départ, pour lui, il n'était pas question de nommer un membre de la famille dans le gouvernement ou dans des hautes fonctions de la sphère. Mais comme il s'est dit, Aliou Sall est aussi un citoyen sénégalais. Le raisonnement tient, mais l'effet, on a vu parfois l'effet, ce que ça peut faire. Alors que si c'était quelqu'un d'autre, peut-être que ce scandale n'aurait pas cette ampleur. Mais c'est le frère du président, évidemment, c'est une question qui prend de l'ampleur. Notre dernier sujet, ce sera le dialogue national, puisque le temps qui nous est imparti n'est pas loin de se terminer. Pétrole et gaz, et c'est ma dernière question. Est-ce que c'est une source de déstabilisation? Croyez-vous à la thèse de la déstabilisation à travers le pétrole et le gaz? Vous savez, sous Senghor et sous Diouf, on parlait de l'influence de forces extérieures, de forces étrangères moi-même, rédacteur en chef de Radio Sénégal, j'ai souvent entendu les autorités à l'époque, sous Diouf, parler de l'influence de forces étrangères. J'y crois pas trop. Je n'aime pas trop la déresponsabilisation des Africains. Tout ce que nous faisons, c'est la faute des Français, c'est la faute des Américains, c'est la faute... Il n'y a jamais une responsabilisation des Africains. Ça m'agace prodigieusement. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a des tares dans nos cultures et on n'ose pas les affronter. On n'ose pas critiquer nos propres cultures. Vous allez être la proie de la vindicte populaire, malheureusement. Mais ce sont nos propres tares, nos défauts, et nous rejetons tout. C'est facile. Si malédiction il devrait y avoir, il n'y en a pas. Sans le souhaiter, ce serait notre faute. C'est nous. Il n'y a pas de malédiction du pétrole. Pourquoi il n'y a pas de malédiction de l'or? Pourquoi ce serait le pétrole? Il n'y a aucune malédiction du pétrole. C'est simplement que nous avons des tares dans nos cultures, dans nos façons de voir. Il n'y a pas beaucoup de rigueur souvent dans ce que nous faisons. Et cela amène des dysfonctionnements et nous pensons que c'est les autres. Vous savez, essayez de diriger une association au Sénégal. On vous accusera d'avoir volé l'argent, on vous accusera de... C'est aussi simple que ça. Essayez d'aménager un jardin public pour que les gens aillent se reposer. Ils iront faire pipi là-bas, au lieu de se reposer là-bas. Ils iront garer des voitures là-bas. Le maire Mamadou Diop va essayer à Niari Tali. Mais vous voyez ce que sont devenus les jardins. Mais pourquoi l'État est incapable de mettre fin à ces comportements? Ce sont les tares de nos cultures. Et oui, d'accord, mais un État, quand on fait confiance à un État, c'est parce qu'on pense qu'il a toute la légitimité requise
pour veiller à ce que les choses fonctionnent normalement. Alors, si c'était faisable, Oui. On n'aurait pas traversé Senghor, Diouf, Abdoulaye Wade, et ces questions ne sont pas... Allez essayer de dire aux marchands ambulants, ici vous ne pouvez pas poser vos tablettes parce que les voitures doivent passer, et même les piétons qui doivent acheter même leurs objets, n'ont même pas un endroit où passer. Mais et parce que c'est une mentalité. Ailleurs, où? Oui, mais ailleurs, mais en Afrique, il y a quand même l'État qui veille et qui sanctionne. Ça, il faut une dose de dictature pour le faire. Et ça, c'est dans les pays où il y a un despote éclairé, entre guillemets. On peut prendre le cas du Rwanda. En Gambie, Yahya Jammeh avait commencé à le faire. Alors, était-il un despote éclairé ou pas? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que c'est même de la dictature? S'il devait y avoir dictature, ce n'est pas celle de la loi, tout simplement. Mais pour appliquer la loi au Sénégal, je suis rédacteur en chef de Radio Sénégal. Des parents, des amis, des recommandés des ministres viennent. Est-ce que vous pouvez me diffuser ce communiqué? C'est payant, ils le savent. Mais ils vont vous demander, alors vous résistez, vous tombez sur... Et vous avez... C'est des pressions tous les jours que subissent nos fonctionnaires aussi. On ne veut pas choisir la voie directe. Et c'est des gens qui étaient capables de payer. Oui. Attention, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer. Ils pouvaient payer, mais c'est nos cultures, je répète encore une fois, et c'est nos pratiques. On va y aller très rapidement. Le dialogue national avec Famara Ibrahima Sagna, qui a fait consensus, mais aussi à côté le dialogue politique avec le général Ibrahima Niang. Est-ce que le dialogue national, Mamadou Niang, toutes mes excuses, est-ce que le dialogue national pourrait être plombé avec toute cette polémique aujourd'hui qui refait surface autour du pétrole? Le dialogue national est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. C'est une idée, à mon avis, louable. Mais dès que l'idée est apparue, qu'est-il arrivé? Vous avez un camp qui dit ça, c'est du cirque, ça n'est pas du dialogue. On ne nous dit pas quels sont les termes de vrai. Évidemment, les conditions ne seront jamais réunies. Si on donne à l'opposition de prendre l'initiative pour le dialogue, il y aura sûrement également des critiques de ce côté-ci. Donc, vous avez une partie de l'opposition qui refuse d'aller au dialogue. Alors, et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un prétexte, une question simple comme le documentaire de la BBC. C'est incroyable, hein, ce qu'un média étranger peut avoir comme effet sur la vie nationale. Alors, un documentaire, une jeune journaliste produit un documentaire et ça pourrait faire capoter le dialogue national. Vous vous rendez compte à quel point nous sommes encore colonisés? C'est grave, mais ce n'est pas possible. On n'a pas suffisamment de recul par rapport à ces questions. C'est le point de vue de quelqu'un. Et le point de vue de quelqu'un devient pour un camp vérité universelle et pour l'autre, nullité universelle. Et pourquoi le Sénégal en est arrivé à cette polarisation? À cette polarisation, non seulement sur du pétrole, mais quand on suit les réactions des uns et des autres, c'est qu'on agite la question ethnique, on agite quelquefois la question régionale, on agite la question même religieuse. Pourquoi, Ibrahima Sané, le Sénégal en est arrivé à ce stade-là aujourd'hui? C'est l'apprentissage de la démocratie. Vous savez... Il y a toujours eu la démocratie, il y a eu un pouvoir qui gouverne, une opposition qui s'oppose. Mais aujourd'hui, le débat, il est quand même d'une certaine intensité qui inquiète. Pourquoi? C'est le sens de ma question. C'est l'apprentissage de la démocratie. Vous savez, il y a des choses qu'avant, vous n'auriez pas osé dire devant votre grand frère. Vous n'auriez pas osé dire de telle personne qui est votre aîné qu'elle est corrompue, que c'est un voleur, c'est ceci. Vous n'auriez pas pu le faire dans nos valeurs à nous. Il y aurait eu des formes pour le faire. Mais aujourd'hui, c'est l'apprentissage de l'âme. Vous lisez un peu les réseaux sociaux, dans les commentaires des articles. Il y a des personnalités de l'opposition qui avaient rejoint avant la campagne électorale
de le camp du pouvoir, mais j'ai tremblé quand j'ai lu les insultes que dans les réseaux sociaux. C'est extraordinaire, c'est incroyable. On dira que je suis de la vieille école et que ce respect-là, auquel je pense, n'existe plus, mais je pense que l'apprentissage de la démocratie a fait exploser nos structures sociales, mais n'a pas encore remplacé, parce que les gens ne savent même pas ce qu'est la démocratie. En résumé, vous craignez un échec du dialogue national? Ah ça oui, ça j'ai l'impression que de toute façon, il y aura un prétexte arrivera et ça volera en éclats. Ça, j'en suis convaincu. Je ne me fais pas d'illusions. Alors que Famara Ibrahima Sagna, tout comme Mamadou Niang, quand même, on fait consensus. Presque tout le monde a applaudi leur désignation. Ouh là là, non, le problème, c'est que ce que je pense, c'est que même la personne de Famara Ibrahima Sagna, à un moment donné, sera accusée de quelque chose. C'est ce que je crois. On aboutira à cela, mais je pense surtout qu'il y aura un prétexte qui arrivera, une raison, comme un documentaire de la BBC, et peut-être cette fois-ci, ça nous viendra de l'Amérique, et cela fera exploser le débat. Il n'y a pas de rapport, mais il faut en discuter au débat. C'est tout. Puisqu'on a dit d'accord, allons au débat. Mais discutons-en. Pourquoi cette question doit arrêter le dialogue? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et j'espère que cette question n'arrêtera pas le dialogue et qu'on va poser des questions. Ça vole trop bas. Le débat au Sénégal politique. Peut-être que la Casamance, d'où vous êtes originaire, sera mise sur la table du dialogue national, mais parlons rapidement de cette question. Dernièrement, on a enregistré des sorties de Salif Sadio, sorties indirectes, disons, puisqu'il communique à travers ses relais, en organisant même des rassemblements. Quelle est votre réflexion sur cette attitude de Salif Sadio, chef rebelle? Moi, je pense que ça n'est pas forcément mauvais que Salif Sadio s'exprime, parle, qu'on comprenne mieux ses idées. J'ai suivi au moins la dernière intervention de son porte-parole dans une localité, je crois que c'était à Fignam. J'ai suivi et je comprends mieux la psychologie des gens qui sont dans le maquis. Je ne comprenais pas. Et maintenant, je mesure toute la difficulté qu'il y aura, parce que ce sont des convictions et que je ne partage pas. Mais les personnes qui parlent ont ces convictions. Et c'est cela la difficulté. Et quand la question de l'indépendance, pour être clair, il semble l'avoir remise sur la table. Oui, moi je pense que c'est plutôt vraiment, c'est un peu rétrograde de penser à de petites entités, émiettements des États. Nous parlons de l'unité de l'Afrique. On doit commencer par l'unité du Sénégal, de la Gambie, l'unité de l'UMOA, l'unité de la CEDEAO, l'unité de l'Afrique. On ne va pas commencer à démembrer les seuls machins. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Et maintenant, dans ce que j'ai écouté de ce qu'a dit le porte-parole de Salif Sadio, je n'ai pas vu la démonstration que la Casamance est un... J'écoute tout le monde. J'ai écouté vraiment avec toute ma bonne volonté. Mais je n'ai pas eu la démonstration que la Casamance était un État indépendant et qu'il a été colonisé par le Sénégal. Je n'ai pas vu ça. Quel message alors veut envoyer Salif Sadio et qu'est-ce que devrait faire l'État? Il faut espérer, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que je pense que c'est un signe qu'il veut aller au dialogue et que peut-être qu'une rencontre est possible avec les positions de l'État du Sénégal. Mais aucun État au monde qui se respecte n'acceptera que son territoire soit démembré. Et puis ça, c'est peut-être que cela encore qui n'est pas compris de l'autre côté, du côté du MFDC. Quelle chance donnez-vous à une paix définitive sur cette question? Quand j'ai entendu le relais, comme vous dites, de Salif Sadio, j'ai des craintes. Et je me demande qu'est-ce que ceux qui parlaient à Salif Sadio ou aux autres, quel est le message qui est passé? J'ai l'impression qu'aucun message n'est passé et que la question est restée intacte.
C'est inquiétant, ça. Mais la question est restée intacte. Je l'ai entendu, j'étais effondré. J'ai dit, mais c'est pas possible. La question est restée exactement les mêmes revendications d'il y a. Figurez-vous que j'étais à Ziguinchor, dans un petit hôtel, et que j'ai vu des gens tomber dans la rue. Et je vous assure, j'étais plutôt déçu. Ibrahima Sané, vous êtes membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé à la BBC à Londres. C'était d'ailleurs le prétexte de cette émission pour vous prononcer sur le documentaire de la chaîne britannique sur le pétrole et le gaz au Sénégal. Je résume sous votre contrôle vos propos au cours de cette émission. Notre consoeur Maïni Jones a fauté. Aliou Sall devrait démissionner. Devrait démissionner. Et le message de Salif Sadio, on a du mal à le comprendre. Il est inquiétant pour la paix en Casamance et au Sénégal en général. C'était donc Ibrahima Sané au jury du dimanche, présenté par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Aliou Diassé, Babacar Ndiaye et toute l'équipe d'ITV, Sandra Ndiaye, Biram Pouy pour les réseaux sociaux. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.